Imaginez un petit pays africain, souvent oublié sur la scène internationale, renverser l'ordre établi et bouleverser toutes les certitudes économiques. Le Burkina Faso, modeste nation enclavée au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vient de réaliser un exploit que même les géants de la finance mondiale n'osent rêver. Près de 5 milliards de dollars de dettes effacées, sans l'aide d'aucune puissance occidentale, sans condition, sans l'ombre d'un prêt supplémentaire. Ce n'est pas seulement une victoire financière, c'est une démonstration éclatante de souveraineté, une gifle au dogme de la dépendance et un signal d'alarme pour tous ceux qui croient encore à l'inéluctabilité de la domination extérieure. Aucune aide extérieure, aucun compromis, pas le moindre nouvel emprunt, ni même une concession politique. Sous l'impulsion de son président, Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a osé ce que même les puissances émergentes redoutent: briser ses chaînes, défier la pression internationale et choisir sa propre voie radicalement indépendante. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle s'inscrit dans une histoire longue de lutte, de sacrifices et d'humiliation, mais aussi de rêves inassouvis d'autonomie. Ce geste inédit réinvente la souveraineté financière sur le continent africain. Là où l'on affirmait que l'autonomie était un mirage, Traoré et son peuple prouvent qu'il existe une alternative réelle et dangereusement inspirante. Bien plus qu'un simple effacement de dettes, c'est une refondation du rapport à l'extérieur, une réappropriation des ressources et de la dignité nationale. Ignorer ce précédent serait une erreur majeure, car il offre une leçon essentielle à toute nation en quête de liberté. Comment transformer une faiblesse en force et comment, sans appui externe, un peuple peut tracer sa propre route vers l'émancipation. Il invite à repenser les recettes du développement, à remettre en cause les modèles imposés et à oser l'invention collective. Mais comment un scénario jugé irréalisable s'est-il imposé dans la réalité? Pour le comprendre, il faut revenir au contexte explosif qui a rendu chaque choix si risqué et voir comment un peuple a décidé, contre toute logique apparente, de redéfinir son destin. Cette aventure ne s'est pas dessinée sur un coup de tête, mais dans la douleur, la peur et la résistance farouche. Tout commence à un moment où la crise semblait inévitable et où chaque solution traditionnelle menait droit à l'impasse. Voici comment le Burkina Faso a changé les règles du jeu et pourquoi son exemple pourrait bien transformer durablement la trajectoire de toute l'Afrique. Avant le miracle, il n'y avait que le chaos. Une dette écrasante, des ressources pillées et un espoir presque éteint. Le Burkina Faso, bien avant de devenir un symbole d'indépendance, était vu comme un pays condamné à la faillite. Un scénario tristement familier dans l'histoire africaine, rappelant les années 90 où de nombreux pays, du Nigeria à la Côte d'Ivoire, croulaient sous le poids des dettes contractées auprès des institutions de Bretton Woods. La dette était vertigineuse, près de 5 milliards de dollars pesant sur les épaules d'un peuple déjà affaibli par la pauvreté. Ce fardeau n'était pas né du hasard, mais d'années de gestion hasardeuse et de diktats venus de l'extérieur. Prêt après prêt, gouvernements successifs et institutions internationales avaient tissé une toile qui étouffait peu à peu la souveraineté nationale. Ce schéma rappelle tristement la crise de la dette latino-américaine des années 80, lorsque le Mexique, l'Argentine et le Brésil durent s'agenouiller devant le FMI pour éviter la faillite. Dans le même temps, les richesses du sous-sol, surtout l'or, échappaient au pays. Les multinationales dictaient leurs règles, exploitant les minerais et laissant à la population des miettes. Tandis que l'argent s'envolait vers l'étranger, la majorité des Burkinabés manquaient de tout: soins, éducation, infrastructures. Ce phénomène de fuite des richesses n'est pas unique au Burkina Faso. On le retrouve dans de nombreux pays africains, comme la République démocratique du Congo, où des milliards issus du cobalt et du cuivre quittent le pays chaque année, ne laissant derrière eux que pollution et pauvreté. Les programmes d'ajustement structurel, soi-disant pour sauver l'économie, imposaient leur logique brutale. L'État devait sabrer, dans les dépenses sociales, ouvrir ses marchés sans protection, céder ses leviers économiques pour quelques crédits supplémentaires. Chaque nouvelle concession accentuait la dépendance et sapait la confiance du peuple. À titre d'exemple, dans les années 90, le Mali a dû privatiser son secteur du coton, autrefois florissant, ce qui a ruiné des milliers de petits producteurs. Au quotidien, l'incertitude régnait. L'État n'investissait plus, ni dans l'avenir de la jeunesse, ni dans la santé, ni dans les routes. Le sentiment d'impuissance grandissait. Pour beaucoup, il semblait inévitable de tendre encore la main, quitte à abandonner ce qui restait de contrôle national. On se souvient du cas du Zimbabwe, qui, confronté à l'hyperinflation, n'a eu d'autre choix que de supplier le FMI pour une aide d'urgence au prix de sa souveraineté monétaire.
Mais saisir l'ampleur de cette impasse est capital. Sans cette perspective, on ne peut pas mesurer la portée du basculement qui suivra. Refuser la fuite en avant, celle des nouveaux prêts, exposer le pays à des risques immenses, presque suicidaires pour une nation déjà exsangue. C'est un peu comme le Portugal au début du XIXe siècle, qui, acculé par la dette, a dû céder des pans entiers de son économie à l'Angleterre pour éviter l'effondrement. Dans ce contexte plombé, une voix s'est élevée. Ibrahim Traoré. Sa proposition était inédite, presque impensable. Quel danger courait-il, et surtout quel levier a-t-il su actionner pour défier l'ordre établi? Sa démarche évoque celle de Thomas Sankara, l'ancien président révolutionnaire du Burkina Faso, qui dans les années 80 avait déjà osé défier la dette en appelant publiquement à son annulation devant l'Organisation de l'Unité africaine. Pour comprendre la stratégie d'Ibrahim Traoré, il faut explorer la façon dont il a renversé les règles du jeu. Comment a-t-il convaincu tout un pays de croire à l'impossible? Au lieu de tendre la main, Traoré serre le poing. Pour lui, la souveraineté du Burkina Faso n'est pas négociable, même si cela signifie affronter seul le reste du monde. Son credo est limpide. Mieux vaut affronter l'adversité debout que de se soumettre à la dette et à la dépendance. Mais cette quête de liberté impose des choix radicaux, souvent douloureux, et une détermination sans faille face aux pressions étrangères. Son discours, tenu à la télévision nationale, est cité régulièrement dans les écoles. Plutôt souffrir dans la dignité que prospérer dans la servitude. Dès sa prise de fonction, Traoré attaque le cœur du problème, l'exploitation des ressources naturelles accaparées depuis trop longtemps par des multinationales. Il impose la renégociation de tous les contrats miniers. Désormais, une part bien plus importante des bénéfices revient au peuple burkinabé. Les taxes sur l'or et les autres minerais sont fortement relevées. Plus question de voir la richesse filer à l'étranger. Des contrôles stricts sont instaurés, les exploitations illégales fermées, les détourneurs sanctionnés publiquement. Cette politique rappelle le tournant opéré par le Chili sous Salvador Allende, qui avait nationalisé le cuivre, ou encore par la Norvège, qui a fait de la gestion de son pétrole un modèle mondial d'équité et de transparence. Mais l'indépendance ne se limite pas au secteur minier. Traoré ordonne un audit complet des dépenses publiques. Les gaspillages de l'État sont éliminés sans ménagement. Voyages inutiles, voitures de luxe, institutions redondantes, rien n'est épargné. La lutte contre la corruption devient une priorité nationale. Un tribunal spécial essaie créé pour traquer les fuites de capitaux, juger les responsables et rapatrier chaque franc volé. Le message est clair. Chaque sou doit servir le pays, pas enrichir une poignée de privilégiés. On pense ici à la Corée du Sud des années 60, qui a bâti son miracle économique en lançant une chasse sans merci aux corrompus et en réinvestissant chaque centime récupéré dans l'éducation et l'industrie. Au lieu de dissimuler la dette, Traoré en fait un enjeu collectif. Il lance un appel inédit à la mobilisation populaire. Le remboursement n'est plus l'affaire du seul gouvernement, mais de chaque citoyen, chaque village, chaque famille. Des campagnes de sensibilisation envahissent rues et ondes, transformant l'austérité en fierté nationale. Des cotisations volontaires sont organisées. Certains donnent une part de leur récolte, d'autres offrent leur savoir-faire ou leur temps. Rembourser la dette devient un acte de renaissance collective, le symbole d'une dignité retrouvée. Cette démarche n'est pas sans rappeler les initiatives de solidarité nationale lors de la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale, où chaque citoyen a contribué, par le travail ou le don, à l'effort collectif. Traoré refuse de s'arrêter à l'or. Il sait que la dépendance à une seule ressource est un piège. Pour briser ce cercle, il encourage la diversification de l'économie à grande échelle. Les investissements publics sont réorientés vers l'agriculture, l'énergie solaire et le soutien aux petites entreprises locales. Des subventions sont accordées aux jeunes entrepreneurs, un vaste plan agricole est lancé et l'État investit dans les infrastructures pour développer les énergies renouvelables. L'objectif, bâtir une économie résiliente, capable de résister aux chocs extérieurs et de créer des emplois durables. À titre d'exemple, la région du Centre-Ouest a vu naître des fermes solaires gérées par des coopératives villageoises, réduisant la facture énergétique nationale et créant des milliers d'emplois pour les jeunes. Mais cette stratégie audacieuse n'est pas sans péril. À l'extérieur, puissances étrangères et institutions internationales accentuant la pression, menacent de sanctions, ou cherchent à discréditer le gouvernement. À l'intérieur, certains redoutent que tous ces efforts ne soient en vain, que les sacrifices imposés au peuple ne mènent qu'à plus d'épreuves. L'échec signifierait l'effondrement économique, la colère sociale, la perte irrémédiable de la confiance nationale.
En coulisses, des campagnes de désinformation sont orchestrées, rappelant les tentatives de déstabilisation subies par le Venezuela lors de la nationalisation du pétrole. Pourtant, malgré la tension et les menaces, Traoré et le Burkina Faso choisissent de croire en eux-mêmes. Mais ces mesures extrêmes, aussi ambitieuses soient-elles, ont-elles vraiment changé la vie du peuple? Et surtout, ce sursaut de souveraineté a-t-il fait trembler les frontières du continent africain? La réponse à ces questions se joue dans le quotidien des Burkinabés, à l'épreuve du réel. Les premiers signes de transformation commencent à émerger, et le monde observe, suspendu à leur destin. Des villages autrefois oubliés voient sans désir s'ouvrir des centres de santé modernes, alimentés par l'énergie solaire. Dans la capitale, Ouagadougou, le taux de scolarisation grimpe, les classes surchargées laissent place à des écoles flambant neuves, symbole de l'investissement dans l'avenir. La victoire du Burkina Faso n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est l'histoire d'un honneur reconquis et d'un avenir réinventé. En remboursant, sans aucune assistance étrangère, la totalité de près de 5 milliards de dollars de dettes, le pays a mis un terme à plusieurs décennies de domination financière. Pour la première fois, les Burkinabés ont repris la main sur leurs décisions. Plus de soumission aux créanciers, plus de concessions imposées de l'extérieur. Comme la Grèce après la crise de 2008, mais à l'inverse, le Burkina Faso n'a pas plié devant la Troïka, préférant la voie de l'autonomie à celle de la dépendance éternelle. Cet exploit a immédiatement provoqué une onde de choc sur le continent. De nombreux pays africains observent, fascinés, pourquoi ne pas tenter la même aventure? Le débat sur l'autonomie économique s'intensifie, et l'exemple burkinabé devient la référence de ceux qui rêvent de se libérer du joug de la dette. Des délégations du Sénégal, du Ghana et même de l'Afrique du Sud sont venues étudier la méthode Traoré, espérant s'en inspirer pour leur propre stratégie de désendettement. Les résultats y sont tangibles. Grâce à la réorientation des ressources vers la santé, l'éducation et les infrastructures, le gouvernement répond enfin aux besoins les plus urgents. Les centres de santé abandonnés retrouvent vie, l'école publique se relève et les routes essentielles, au commerce rural, prennent forme sous les yeux de la population. Dans la région du Sahel, des dispensaires mobiles sillonnent désormais les villages les plus isolés, réduisant la mortalité infantile de moitié en 3 ans. Mais le plus grand changement est invisible. Un nouvel élan de confiance circule. Transparence budgétaire et reddition de comptes redonnent aux citoyens le sentiment d'être entendus et que l'État agit vraiment pour eux. Cette alliance, forgée dans la lutte contre la dette, devient le socle d'une stabilité durable. Les forums citoyens, organisés chaque trimestre, permettent à chacun de débattre et de proposer des solutions, renforçant le sentiment d'appartenance nationale. Cependant, ce tournant historique demeure fragile. Si les autres nations africaines hésitent à suivre, ou si le monde refuse de reconnaître la portée de ce succès, le continent risque de laisser s'échapper une occasion unique de s'affranchir du cycle de la dépendance. Les mises en garde sont nombreuses et la vigilance de rigueur. Au Kenya, une tentative similaire de récupération des terres agricoles par l'État s'est heurtée à une violente réaction des investisseurs étrangers, provoquant une crise financière majeure. Pourtant, personne ne pouvait prévoir la riposte des puissances étrangères, prêtes à tout pour préserver leur influence. L'euphorie burkinabé allait bientôt se heurter à des défis inattendus. Des menaces de coupure d'aide, des campagnes de boycott, des manipulations sur les marchés de l'or. À chaque avancée, une nouvelle épreuve surgit, mettant à rude épreuve la cohésion nationale. Derrière chaque dette effacée, il existe des stratégies à imiter et des pièges à éviter. Le cas du Burkina Faso ne se contente pas d'inspirer, il sert de guide pour tous ceux qui rêvent en indépendance véritable. Mais que retenir, concrètement, de cette aventure hors norme? Premier pilier, le leadership. Aucun bouleversement durable n'est possible sans un chef audacieux, transparent et inclusif. Ibrahim Traoré a osé refuser la facilité des crédits occidentaux, préférant une voie exigeante mais collective. Il a fédéré le pays, rendant confiance et fierté à chaque citoyen, non par autorité mais par participation. À l'instar de Lee Kuan Yew à Singapour, il a placé l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers, n'hésitant pas à solliciter le peuple pour chaque grande décision. Deuxième leçon, la maîtrise des ressources. Le Burkina Faso regorgeait d'or, mais ses profits échappèrent à la population. Une priorité a donc été de reprendre le contrôle total, en renégociant tous les contrats avec les sociétés étrangères. Ce bras de fer a stoppé l'hémorragie financière, garantissant que chaque gramme d'or bénéficie d'abord au peuple.
Des coopératives minières locales se sont créées, inspirant les producteurs de cacao ivoiriens ou les éleveurs de lait kényans qui rêvent d'un partage plus équitable des revenus de leurs terres. Pour y parvenir, il fallait aussi briser le cercle de la corruption et de la fraude, qui engloutissait des centaines de millions chaque année. Cette rigueur, pas la chance, a permis au Burkina Faso de financer seul son redressement. Le pays a ainsi remboursé près de 5 milliards de dollars de dettes sans aucun recours à l'aide extérieure. Les audits réguliers, transmis en direct sur les chaînes publiques, ont fait du contrôle citoyen un outil du quotidien. Mais l'arme secrète fut l'investissement dans la population. Pour Traoré, l'éducation n'était pas une dépense, mais la clé de l'autonomie. Formation professionnelle, engagement des jeunes, campagne citoyenne, chaque Burkinabé devenait acteur du changement, refusant le rôle de simple spectateur. Des universités rurales ont vu le jour, proposant des cursus adaptés aux défis locaux, de l'agroécologie à l'entrepreneuriat numérique. L'exemple de la Finlande, qui a bâti sa prospérité sur l'éducation, a servi de modèle à cette révolution silencieuse. La souveraineté ne signifiait pas l'isolation. Le Burkina Faso a multiplié les partenariats, mais toujours sur la base du respect et de l'équité. Il s'est ouvert à l'Afrique et à l'Asie, diversifiant ses alliances sans jamais céder son indépendance. Des accords ont été signés avec l'Inde pour la fourniture de médicaments génériques et avec la Chine pour l'installation de panneaux solaires. Cette diversification rappelle celle du Rwanda, qui a su tisser des liens avec l'Asie pour sortir de l'isolement post-conflit. Dernier point, la transparence. En ouvrant ses comptes, ses contrats et ses décisions à la population, le gouvernement a restauré la confiance. Cette honnêteté a consolidé la transformation, empêchant le retour des anciennes dérives. Les séances de questions-réponses entre ministres et citoyens, retransmises en direct à la radio, donnent la parole à tous, du cultivateur au chef d'entreprise. Oublier ces leçons, c'est risquer de replonger dans l'emprise, la dépendance et la perte de souveraineté. L'expérience burkinabé prouve qu'aucun pays n'est condamné à subir, à condition de s'armer d'unité, de discipline et de courage. Mais la victoire du Burkina Faso ne s'est pas construite du jour au lendemain. Les sacrifices et les résistances rencontrées racontent une autre facette de cette lutte pour l'autonomie. Le pays a dû accepter des années de restrictions, de renoncements et parfois de profondes divisions. Dans les campagnes, certains ont vu leur pouvoir d'achat diminuer temporairement. Dans les villes, des grèves éclataient pour réclamer plus de justice sociale. Pourtant, à chaque crise, la transparence du gouvernement et la participation citoyenne ont permis d'éviter l'implosion. L'indépendance n'est pas une illusion, c'est une vision qui se construit à force de courage et d'audace partagée. C'est le fruit d'une volonté collective, d'un sursaut de dignité face à la fatalité. Le Burkina Faso, en ce sens, s'inscrit dans la lignée des grandes nations qui, au cours de l'histoire, ont su reconquérir leur destin par la force de l'unité. On pense à l'Irlande qui, après des siècles de domination, a bâti son miracle celtique sur l'éducation et l'innovation. Regardez le Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Ce pays, souvent considéré comme fragile, a effacé une dette colossale de près de 5 milliards de dollars, sans recevoir le moindre centime d'aide occidentale. Ce n'est pas seulement un exploit financier, c'est une rupture avec l'idée que la dépendance serait une fatalité pour l'Afrique. L'histoire retiendra que c'est possible, à condition de refuser le fatalisme, d'oser la créativité et de s'appuyer sur les forces vives du pays. Beaucoup pensaient que sortir de l'endettement, pour un pays africain, relevait du rêve impossible. Pourtant, grâce à une gestion rigoureuse, à la guerre menée contre la corruption et à la mobilisation de toute une société derrière un but commun, le Burkina Faso a retourné la situation. Ce n'est pas sans rappeler la trajectoire de l'Islande qui, après la crise de 2008, a choisi de laisser ses banques faire faillite, de poursuivre les responsables et de rebâtir son économie sur la transparence et la solidarité. Ce succès n'est pas qu'un soulagement économique. C'est une leçon de souveraineté, d'affirmation collective et de dignité retrouvée. C'est le refus de brader son avenir pour un répit passager, le choix de l'audace plutôt que de la résignation. Il rappelle à chaque Africain, et même au-delà, que la liberté n'est pas donnée, mais conquise jour après jour, choix après choix. Mais le danger guette. Si nous laissons les vieux récits de dépendance s'installer, si nous restons spectateurs, nous risquons de léguer à nos enfants les chaînes que d'autres leur imposent encore aujourd'hui. L'inaction, c'est la porte ouverte à la spirale de l'endettement, à la fuite des ressources, à l'humiliation qui se répète génération après génération. C'est le risque de voir les progrès s'effacer, les espoirs s'éteindre et l'histoire se répéter indéfiniment.
L'histoire du Burkina Faso n'est pas une exception à oublier. C'est un signal puissant, ici et maintenant. La preuve que la transformation ne dépend pas de miracles, mais de choix collectifs et de solutions forgées sur place. C'est une invitation à chaque nation, chaque citoyen, à s'emparer de son destin, à inventer ses propres réponses et à refuser la fatalité. Ce n'est pas une utopie abstraite. C'est la réalité d'un peuple qui a osé renverser le destin qu'on lui avait écrit. La question n'est plus est-ce faisable, mais bien qui aura la volonté de suivre la voie ouverte. À présent, que faisons-nous de cette leçon? Resterons-nous simples témoins ou deviendrons-nous à notre tour acteurs de l'histoire? Il est temps pour chaque peuple de réfléchir à ses propres chaînes et d'imaginer comment les briser. Car si le Burkina Faso l'a fait, pourquoi pas ailleurs?